Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Vous regardez le point sur l'actualité sur For You Media Africa. Une thématique principale ce soir, on ira du côté de la République démocratique du Congo. On s'interroge pourquoi la RDC est abandonnée, précisément à l'est du pays, où on nous signale que les rebelles du M23, selon des sources bien sûr, continuent d'assassiner des civils de ce côté-là, dans le Nord Kivu également, du moins toujours dans cette partie du pays. Une intensification des combats est notée dans le conflit qui oppose, donc depuis déjà, on le signale, quelques années, ces rebelles du M23, accusés, on le rappelle également, d'être soutenus par le Rwanda voisin du président Paul Kagame, aux forces congolaises associés notamment à des groupes armés dits patriotes, c'est comme ça qu'on les surnomme de l'autre côté. Alors, les armes lourdes sont utilisées, des armes lourdes qui tuent bien évidemment des civils jusqu'au camp des déplacés. Seulement depuis le 2 février 2024, donc seulement il y a quelques jours, l'on dénombre déjà pas moins de 150 000 déplacés. Alors, comment expliquer cette situation en République démocratique du Congo? À qui profite le crime? Pourquoi est-ce que la communauté dite internationale se tait? Quelle est donc également la responsabilité du Rwanda dans cette situation désastreuse? Autant de questions qui seront bien sûr posées ce soir dans le cadre de cette édition. Bonsoir une fois de plus, mesdames et messieurs. Voilà donc pour le thème principal de cette soirée en République démocratique du Congo. Vous avez certainement vu, on le sait à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, on l'a vu, l'hommage ou alors l'appel, ce cri lancé par l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui se plaint, qui s'est plaint en tout cas du fait que effectivement les massacres se déroulent dans leur pays, mais rien n'est fait, comme on peut le voir à travers ces images. À l'instant, on voit plusieurs vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, des personnes qui sont tuées, des personnes qui sont assassinées, les têtes coupées, des images assez choquantes et l'on s'interroge qu'est-ce qui se passe exactement du côté de la RDC, à qui profite le crime, on y reviendra tout à l'heure, mais on va accueillir nos invités avant d'aborder cette thématique et avec une thématique d'accueil, on ira du côté de l'Ukraine mais aussi la Russie en parlant justement de cette opération spéciale russe du côté de l'Ukraine. Les informations font état de ce que les effectifs militaires de l'Ukraine épuisés depuis déjà 2 ans en ce qui concerne dans ce conflit, les Colombiens ont été engagés pour combattre les militaires russes. Donc des Colombiens ont été engagés pour combattre aux côtés de l'Ukraine afin bien sûr voilà, dans cette bataille contre la Russie. Comment comprendre ou alors comment expliquer ce choix justement de la Colombie de soutenir l'Ukraine dans cette guerre? Officiellement, on le sait, donc ils sont donc plusieurs hommes colombiens qui ont été recrutés pour combattre bien sûr sous le drapeau ukrainien. Eh bien, passion parfaite donc sur ce plateau du point sur l'actualité. Bonsoir monsieur. Bonsoir la grande Manuela Sikendoumbe, bonsoir à nos valeureux techniciens, bonsoir particulier à nos millions de téléspectateurs, millions de téléauditeurs, bonsoir à toute l'Afrique, certes meurtrie par tout ce que nous constatons sur notre continent, cette tuerie, malheureusement qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui de plus en plus s'amplifie au moment où nous sommes en plein 21e siècle, où le peuple du monde, c'est de se protéger, de protéger leurs enfants, leurs femmes, leurs intérêts. Je crois qu'une fois de plus, comme cela a été vérifié depuis les siècles, l'Afrique de nouveau est le centre de cette tuerie de masse qui ont certainement été planifiées depuis très longtemps par les pensants de ce monde, par cette oligarchie internationale qui ne voudrait pas voir ici dans l'Afrique la paix, gage de tout développement socio-économique possible, mais surtout de toute solidarité entre les communautés, entre les Africains, entre les peuples et les populations
à travers le monde. Merci pour cette invitation. Eh bien, Passion Parfendom, avant de présenter l'autre invité qui est avec nous, bien sûr, votre avis sur notre problématique d'accueil, ce conflit russo-ukrainien, des Colombiens engagés pour lutter contre Moscou. Ben, évidemment, nous l'avons dit et redit sur ce plateau depuis très longtemps. On va évidemment pertinemment que l'armée ukrainienne a été pratiquement défaite. Oui. Quand vous regardez les vidéos qui circulent aussi sur le net au niveau des conscrits, on harcèle les gens dans la rue, dans les hôpitaux, dans même les lieux de sport. Même aujourd'hui, des gens qui ont plus de 60 ans sont envoyés au front. D'autres députés de ce groupe ukro-nazi demandent même la construction des enfants qui ont entre 16 et 18 ans. Et pire encore, ceux qui sont à l'abri, ceux qui ne sont pas au front, appellent à une mobilisation générale en demandant même aux pays occidentaux de rapatrier, surtout en Allemagne, les Ukrainiens qui sont dans ce pays-là pour qu'ils aillent combattre, qu'ils aillent servir de hachoir à viande, n'est-ce pas, au niveau du Donbass. Ça questionne sur la volonté de l'Occident d'être un partenaire crédible du point de vue du dialogue entre les différentes communautés pour mettre fin à cette tragédie, comme le président Poutine lui-même dit, parce que vous savez, les deux peuples ont une histoire commune, ils sont pratiquement le même peuple. Et maintenant qu'il n'y a plus assez d'hommes pour aller défendre la cause de l'Occident, parce que cette opération militaire spéciale n'est rien d'autre que la protection des intérêts occidentaux, non seulement en Ukraine, mais aussi dans leur agenda pour essayer de briser toute forme de résistance à l'ordre unipolaire. Oui. Et quel meilleur trouvaille que d'aller en Colombie trouver des mercenaires à qui on promet monts et merveilles pour venir combattre, n'est-ce pas, à la place de ces soldats qu'on n'a plus aujourd'hui au niveau de l'Ukraine. Et il n'y a pas que des Colombiens. Les Européens eux-mêmes ont excellé pendant un bon bout de temps avec cette armada de mercenaires venus d'Allemagne, de France d'ailleurs. Il y a la mort de ces deux mercenaires français qu'on cache sous le couvert des gens qui sont allés faire de l'aide humanitaire. Tout le monde sait bien que ce sont des soldats. Et ils sont nombreux comme ça, mais peut-être la Colombie aujourd'hui, parce que comme d'habitude depuis l'opération Condor, la Colombie, dont l'Amérique latine a toujours été une espèce de vivrier, de base arrière, de profondeur stratégique des États-Unis et de leurs alliés chaque fois qu'ils sont en difficulté, ou soit parce qu'ils pouvaient imposer dans cet espace-là des régimes dictatoriaux qui soient à leur solde, soit ils étaient capables, à travers un lavage de cerveau bien organisé, pour pouvoir recruter des jeunes gens pour qu'ils servent leur cause partout dans le monde, dans des opérations de barbarie. L'Ukraine est évocateur de ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, c'est-à-dire on rechigne à envoyer ses propres enfants aller mourir pour des causes qui ne sont pas les leurs. On va chercher dans les pays qui sont faibles, dans les pays où la culture n'a pas été bien ancrée, mais surtout dans les pays où la misère permet justement que le recrutement de mercenaires puisse se faire très facilement, parce que les proportions sont alléchantes en ce qui concerne la prise en charge des salaires, etc. Et quoi de plus normal que dans un pays comme la Colombie, où vous savez très bien, avec la question des narcotrafiquants et toutes les groupes armés, dont certains, il n'y a pas seulement les FARC, il n'y a pas seulement l'ENL, mais aussi beaucoup de groupes armés d'extrême droite qui sont prêts à casser des communistes, à casser des socialistes, à casser des marxistes, et qui sont souvent mis en avant dans ces opérations de marbouzerie. Et je crois que c'est eux qui sont en premier plan dans ce combat au niveau de l'Ukraine. Mais mal leur en prendra, comme Pierre Tolstoï aime le dit, ils seront complètement broyés. Et malheureusement, c'est ça aussi, le malheur de la tragédie humaine aujourd'hui sur le plan planétaire. Et l'Afrique, vous le verrez avec le cas congolais, lui non plus n'est pas exemple de ces situations qui peuvent advenir très rapidement. Merci. Et bientôt sur notre continent. Merci à vous, Passion Parfendom. Président Matomba, vous êtes avec nous également ce soir dans le cadre de ce point sur l'actualité. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Votre avis aussi, en guise de salutation, en ce qui concerne justement ce recrutement de Colombiens pour lutter contre Moscou aux côtés de l'Ukraine. Bonsoir, Madame Siké, merci de me faire l'amitié, n'est-ce pas, de m'inviter
à ce programme. Bonsoir aux doyens Parfendom et bonsoir aux millions de téléspectateurs de For You Media. Je vais dire la guerre de l'usure, vous savez, si quelquefois elle a porté des fruits, il n'est pas dit qu'elle portera toujours et toujours des fruits. Donc, vous savez, aujourd'hui, il est beaucoup plus clair que ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie, ou alors entre la Russie et l'Ukraine, est une guerre qui a été alimentée et même préparée par certains qui se sont dit que peut-être, avec le temps, ils auront gain de cause. Sauf que là, il y a des paramètres qui n'ont peut-être pas été pris en compte et qui n'ont pas été mesurés. Quand vous regardez l'Ukraine et que vous vous dites que vous avez carrément un pays de 43 millions d'habitants, ok, d'accord, qui qui se lance dans une guerre pour affronter un pays de plus de 200 millions d'habitants. Bon, c'est vrai que ce n'est pas le nombre d'habitants qui compte. Et quand on connaît l'arsenal armé, n'est-ce pas, de la Russie, et même que c'est un pays pratiquement habitué dans la guerre, on se dit comment est-ce que l'Ukraine a pu envisager rester dans la guerre, même si il serait dit que ce n'est pas elle qui a déclenché cette guerre. Comment est-ce qu'elle aurait, n'est-ce pas, voulu entretenir cette guerre parce que c'est les alliés de la Russie, de l'Ukraine, l'ont encouragé, si vous voulez, à rester dans la guerre. Et vous allez vous rendre compte que plus le temps passe, plus vous avez des relations, plus vous avez des éléments qui vous montrent qu'en réalité, on a entraîné l'Ukraine dans une guerre où elle était perdante, mais on a miroité à l'Ukraine une certaine victoire. Aujourd'hui, quand vous voyez ceux qui parlent, parce qu'il faut comprendre qu'en matière de guerre, Madame Siké, on appelle aussi de la communication. Et la communication est un élément, si ce n'est pas l'élément le plus important, parce que la communication est même plus importante que les armes que vous voyez utilisées sur le champ de bataille. Quand aujourd'hui vous vous rendez compte que ceux qui parlent même de ces différents recrutements colombiens qui servent dans l'armée ukrainienne pour combattre contre la Russie sont en fait les médias qui hier disaient que l'Ukraine gagnera cette guerre et n'a pas besoin forcément d'une assistance extérieure parce que l'Ukraine a les possibilités de gagner cette guerre. Quand vous observez que ce sont des médias occidentaux, des pays occidentaux qui commencent à parler de ces différents recrutements et justifie même le fait que ces recrutements soient faits sur la base, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont compris l'échec et ils ont commencé considérablement à lâcher l'Ukraine. Maintenant, ils veulent dégager leurs responsabilités en montrant que eux, ils n'ont pas été, peut-être, ils ont supporté l'Ukraine à un moment donné, mais ils ne sont pas responsables de ce qui est en train de se passer. Parce qu'on aurait cru cette information serait sortie, n'est-ce pas, des médias russes, qu'on se serait dit, d'accord, c'est une information qui vient des médias russes, ça veut dire que les Russes peut-être se sentent affaiblis, veulent maintenant justifier leur position de faiblesse sur le terrain par un recrutement qui serait fait, n'est-ce pas, de la Colombie ou bien de d'autres pays pour renforcer l'effectif ukrainien pour les combattre. Sauf que ici, ce n'est pas les médias russes qui parlent, ce n'est pas les Russes qui donnent des informations, c'est les Occidentaux eux-mêmes. Et c'est là le plus dangereux et le plus grave. Et vous allez vous rendre compte que, en réalité, ça démontre à suffisance qu'ils ont entraîné l'Ukraine, quelque part, d'hyper dangereux, où l'Ukraine se retrouve seule face à ses responsabilités. Et eux, ils lâchent l'Ukraine, ils partent. Vous avez vu aux États-Unis, on vous dit que non, il faut arrêter de financer la guerre parce que, voilà, il n'y a plus d'argent pour alimenter cette guerre. Il faut arrêter de financer, donner du matériel. En Europe, c'est pratiquement la même chanson déjà. Maintenant, c'est les Européens et autres qui commencent à dire que, ah non, ceux qui combattent sur le terrain ne sont plus seulement les Ukrainiens, c'est un renfort qui vient d'ailleurs et bien d'autres choses. Vous voyez, ça démontre à suffisance que les Ukrainiens
n'ont pas peu de toute leur force et de tout leur poids pour juger si c'était nécessaire, n'est-ce pas, de rester dans cette guerre ou continuer cette guerre au lieu d'aller sur une table de négociation et négocier avec la Russie, tirer, n'est-ce pas, les conséquences de ce qui serait, qui est en train de se passer et, n'est-ce pas, mettre fin à ce conflit qui a duré, qui fait des ravages, qui n'a cessé de faire des ravages, mais c'est dommage. Et vous vous rendrez compte alors qu'aujourd'hui, et là on l'a d'ailleurs dit sur votre média, ces Européens, ou alors et même les Nations Unies, ces Occidentaux, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas pu constituer une force, comme ils le font en Afrique, une force de maintien ou une force qui serait une force, si vous voulez, de maintien de la paix qu'ils pouvaient envoyer en Ukraine. L'Ukraine a été demandeur des hommes. On ne leur a pas envoyé des hommes. Mais l'Afrique n'a pas souvent besoin de demander qu'on leur envoie. Non, on n'envoie pas seulement, on impose des hommes aux pays africains en leur disant vous devez être là pour les aider, n'est-ce pas, à combattre les terroristes ou alors à maintenir la paix. Mais voilà, aujourd'hui, en Ukraine, qui a été demandeur d'hommes, on n'a pas donné des hommes en Ukraine, qui a été demandeur de je ne sais trop quoi. Mais pour parler des hommes, vous voyez qu'aujourd'hui, on essaie de démontrer que c'est l'Ukraine qui recrute par des moyens. Bon, voilà, ils parlent beaucoup plus des réseaux sociaux qui sont propres à eux, parce que c'est en réalité ça, mais qui sont qui? Des Colombiens et puis d'autres nationalités qui doivent venir aider. Donc, en fait, on vous montre là que l'Occident est en train de lâcher complètement l'Ukraine et de dire à l'Ukraine, désormais, tu es face à tes responsabilités. Et c'est dommage parce qu'on a entraîné ce peuple-là qui n'avait pas besoin d'entrer dans une guerre contre la Russie, dans une guerre qui aujourd'hui, n'est-ce pas, a des lourdes conséquences, n'est-ce pas, pour non seulement l'Ukraine, mais pour le reste du monde. Merci à vous, Président Matomba. On revient sur ce plateau avec vous, Monsieur Ndom. En ce qui concerne, ce sera d'ailleurs sans transition, la thématique principale en République démocratique du Congo. Peut-être, voilà, en parlant de ces massacres à l'est du pays. Pourquoi tout le monde se tait? C'est l'interrogation majeure. Passion Parfait d'homme, comment est-ce qu'on explique justement la situation en RDC? On va le rappeler, il y a eu plusieurs alertes ces derniers jours. Je pense que, d'ailleurs, vous connaissez très bien l'histoire de ce pays. Mais de plus en plus, on a vu des vidéos atroces, des personnes que l'on massacre, des têtes coupées, des enfants tués, des femmes tuées. On le voit parce que les personnes qui le font, ces groupes, du moins, ces personnes armées ou alors ces terroristes ou groupes armés filment effectivement leurs actes pour publier certainement de la propagande, de la terreur. Mais on essaye de comprendre ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Mais ce qui se passe en République démocratique du Congo n'est que la continuation de ce qui se passe en Afrique depuis des siècles. Oui. Rien de nouveau au niveau de la République démocratique du Congo. Écoutez, il serait un peu indélicat, du point de vue de l'analyse, de situer le drame congolais sur les événements récents uniquement. Oui. Et en tentant de démontrer qu'on a l'impression que le diable s'est accaparé, n'est-ce pas, des gens de cet espace au point de se livrer à des tueries de masse de ce niveau. Non. La zone des Grands Lacs en général, l'Est de la République démocratique du Congo, le Congo en général et toute l'Afrique d'ailleurs en particulier, a toujours fait face à ces tueries de masse et qui ont, empêché l'Afrique d'avoir sa véritable autonomie, sa véritable souveraineté, de deux, qui ont été l'arme par laquelle l'esclavage a été possible. 5 siècles d'esclavage, ce n'est pas un jeu. Ce fut l'arme par laquelle la colonisation a été possible. Quand on parle de Congo, il faut vraiment développer, c'est-à-dire la République centrafricaine, le Cameroun, le Tchad, allons-y, le Soudan, etc., etc. Et qui, les observateurs les plus critiques nous disent qu'il y a eu plus de morts dans l'Est de la République du Congo seulement, plus que toutes les guerres réunies depuis 1945. Bon. J'ai déjà présenté beaucoup de bouquins. Je préfère, sur cette question, recommencer à présenter certains bouquins, bien que certains, comme c'est le cas de mon ami Charles Onana, ont une orientation bien affirmée avec un coupable tout désigné que sont les Tutsis et M. Kagame. Mais c'est ça aussi, la richesse dialectique de la lecture. Oui, il est bon de lire ces livres, dont je suis venu avec un là aujourd'hui, que je présente à nos téléspectateurs.
Europe, crimes et censure au Congo, les documents qui accusent. Donc je demande, puis je crois que la prochaine fois, ça c'est Charles Nalin, je viendrai avec ceux de Pierre Payan et d'autres qui ont écrit sur cette question-là. Quand vous avez ces documents, ces livres, vous les lisez, vous voyez que, la question de l'Est de la République démocratique du Congo, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle est antérieure, elle est même à la source même de la colonisation belgo-française dans cette région. Mais elle est aussi antérieure parce qu'elle part aussi chercher dans ces années de ces formes d'esclavage, à la fois de commerce triangulaire, mais l'esclavage arabo-berbère aussi. Mais elle est aussi le fruit de la manière dont le colonisateur a essayé de segmenter des populations africaines en leur collant des étiquettes et des papillons. Vous êtes des Tutsis, vous êtes des Hutus, c'est les Tutsis qui devaient être les seigneurs, c'est les Hutus qui devaient être à leur service. Et ce construit a fini par donner naissance à des antagonismes irréversibles et qui ont déclenché, n'est-ce pas, des formes de violence, des formes de guerre qui avaient pour finalité que continuer à s'aimer et à entretenir ce chaos-là pour procéder maintenant, in fine, au pillage de la République démocratique du Congo. Et là-dedans, vous allez retrouver les mêmes acteurs qui ont été à la base de la colonisation, qui ont été à la base de l'esclavage, qui ont été à la base même de l'apartheid. Ce sont les mêmes acteurs qui sont même à la base de beaucoup de déstabilisations aujourd'hui. Quand on voit la bande sahélo-sahélienne, on croit qu'il n'y a pas de lien. Certes, il y a un lien violent, un violent lien. Quand on voit ce qui se passe au Soudan, on a l'impression qu'il n'y a pas un lien, il y a un violent lien par rapport à tout cela. Parce que ce sont les mêmes acteurs que vous allez retrouver. L'Occident, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, Israël, qui est toujours au cœur de ce grand jeu. Maintenant, il y a ceux qui se sont enrichis par le biais de l'or noir, dont les Émirats arabes unis, qui sont à fond dans ces problématiques-là de déstabilisation de notre continent. Vous avez, par exemple, un personnage comme Dan Gettler, je crois que ça n'a échappé à personne. Vous avez un type comme ça qui s'est enrichi, n'est-ce pas, en prenant des pans entiers, n'est-ce pas, des sociétés minières congolaises et créant des blanchiments d'argent, des appels de capitaux avec des amis, des copains et des coquins, et en faisant même basse sur des patrimoines importants de la richesse congolaise avec d'autres combinaisons, avec d'autres complicités. Elles sont présentes au Rwanda, elles sont présentes en Tanzanie, au Kenya, un peu partout, et même à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Mais pour que ce business continue de perdurer, il faut absolument entretenir cette guerre et la violence que vous voyez. Maintenant que la jeunesse congolaise commence à se lever, à poser des problèmes, vous avez vu pendant la campagne, le président Tshisekedi, je vous avais dit sur ce plateau que c'était, comment on dit ça, c'était des narratifs propres à la campagne. Il ne suffisait pas de traiter Kagame de Hitler, de dire que si encore des escarmouches, on va convoquer, n'est-ce pas, les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre au Rwanda. Les gens continuent de mourir. Le M23 lui-même, il est très facile de dire que c'est seulement un appendice de la volonté du Rwanda d'avoir pied dans cet espace-là. Elle est aussi une question interne aux Congolais, au Congo aujourd'hui, la question des Balamouniengue, la question des immigrés rwandophones et même burundophones qui sont sur le Congo et même ougandaises, j'oublie un peu, sont au Congo depuis peut-être deux siècles, 3 siècles, et qui ne comprennent pas aujourd'hui qu'on les considère comme des étrangers et qu'on leur dise et qui n'ont pas le droit de participer eux aussi à leur manière ou bien d'être partie prenante dans le partage des richesses congolaises et que tu dois partir à Kinshasa et dans d'autres régions. Ça crée un vaste problème et donc moi je crois qu'aujourd'hui c'est un échec pour les élites africaines, c'est un échec pour l'Union africaine, c'est un échec pour le leadership dans toutes ces sous-régions dont beaucoup privilégient les intérêts des étrangers que les intérêts des Africains eux-mêmes dans cette région-là. C'est un échec aussi pour vraiment l'intelligence stratégique africaine parce que quand on regarde le monde maintenant en termes de big picture, on voit comment les autres s'organisent pour que de pareilles situations macabres ne se produisent plus sur leur continent. Il n'y a qu'en Afrique qu'on continue de voir de tels égarements. Alors, j'entends les gens dire, oui, il faut que le Congo déclare la guerre au Rwanda, et puis que le Congo écrase le Rwanda, et que cette affaire-là soit réglée. J'ai envie de rire en leur disant, attention. Vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité du Rwanda? Je dis qu'il y a des responsabilités qu'on ne peut pas uniquement aujourd'hui imputer à M. Kagame. Les responsabilités sont non seulement partagées, elles sont plus profondes que
la personnalité de M. Kagame, qui a, au-delà de sa volonté d'avoir un leadership sous-régional assumé, mais il faut faire attention, les questions sont plus profondes que ce qu'on nous présente de manière assez facile, qu'il suffit d'écarter Kagame, il suffit de le mettre à genoux, et ces questions-là seront réglées. Je dis non, et non, et non, et surtout, j'insiste en disant, ce n'est pas par les armes qu'on va régler ce problème. Il faut que l'intelligence africaine, le génie africain parle, et que les gens s'asseyent, qu'ils trouvent des solutions, parce que je suis convaincu que ces solutions-là existent, pour mettre fin à ce conflit-là. Ce n'est pas uniquement par la voie des armes que ce conflit prendra fin, sinon, il aurait déjà pris fin depuis très longtemps. D'autant plus que je vous dis que ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Et les faits le démontrent, les faits historiques. Effectivement, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Président Matomba, en République démocratique du Congo, voilà, on s'interroge, du moins la communauté africaine s'interroge sur ce qui s'y passe réellement et comment comprendre. Certains accusent cette autre communauté, du moins les responsables africains, de se taire face à ces différents massacres de ce côté-là. Vous, quel est votre regard sur la situation? Écoutez, c'est que la communauté africaine est victime de ce que nous appelons de la manipulation de masse. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on veut croire à la communauté africaine comme quoi le problème de la RDC proviendrait, n'est-ce pas, du Rwanda. Il faut peut-être que je vous rappelle quelques chiffres, Madame Siké. Le RDC, c'est plus de 2 345 000 km². Il est vaste. Je vous épargne le nombre d'habitants. Contre 26 333 km² pour le Rwanda. Donc, aujourd'hui, et puis, un autre chiffre qui est très important, c'est en 1999 qu'on, n'est-ce pas, crée la MONUSCO. Mais on vous parle des agissements du Rwanda ou du conflit rwandais, M23, si vous voulez, bon, je vais éviter de dire rwandais, le M23, l'incursion et tout. On vous parle de ce conflit depuis 2021, je vais dire, 2021, 2022, qu'on parle beaucoup plus de cela. Et on essaie de faire croire donc à tous les Africains, à toute l'Afrique, comme quoi le Rwanda déstabilise le Congo, mais on vous parle là des incursions du M23 qui datent de 2021, je vais dire 2020, 2020, 2021. Mais la MONUSCO est créée depuis 1999, Madame Siki. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème, pas d'aujourd'hui, comme le disait le doyen Parfendon. Ouais. Le problème au Rwanda n'est pas d'aujourd'hui, au Congo n'est pas d'aujourd'hui. Donc le bouc émissaire qu'on voudrait trouver en la personne de Kagame ou au pays du Rwanda n'est pas un bouc émissaire valable. En fait, on essaye d'amener les Africains à s'entretuer et à croire que le problème proviendrait d'eux. Madame Siké, oui. Les richesses incommensurables de la RDC ne peuvent même pas profiter à la RDC elle seule. Ce pays est immensément riche, comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et c'est la raison pour laquelle ce pays est aujourd'hui l'un des pays les plus déstabilisés au monde. Bon, si on parle donc de cette MONUSCO qui serait venue depuis plusieurs années, on peut parler d'à près de 20 ans déjà, et qui est venue pour le maintien de la paix, pourquoi elle a échoué? Pourquoi le conflit a continué à s'enliser? Pourquoi elle n'a pas réussi, n'est-ce pas, à mettre la paix dans ce pays-là? Pourquoi aujourd'hui les Congolais eux-mêmes demandent le départ de cette MONUSCO? Pourquoi? Mais quand vous regardez ce spectacle déplacé, mais en quelques jours on vous parle des centaines de milliers, mais c'est des millions de déplacés depuis plusieurs années. C'est des millions de déplacés. Mais qu'est-ce qui a été fait pour résoudre ce problème?
Est-ce que vous avez vu dans votre sujet d'entrée, vous parliez de l'Ukraine, Madame Siké? Oui. Est-ce que vous avez vu une aide conséquente apportée à la RDC pour résoudre ce conflit depuis des années? Aide financière, aide matérielle, logistique. Vous avez vu, vous avez entendu parler? Vous connaissez combien de millions de Congolais et même de Rwandais sont morts à cause de ce conflit qui dure depuis toujours? Bon, allons-y. Le diamant, l'or et tout ce qui est prélevé de ce côté-là, où est-ce qu'il est utilisé? À qui pour les restes de la RDC? Pour qu'aujourd'hui, qu'on nous fasse croire que non, c'est le Rwanda voisin de 26 338 km² qui décide, n'est-ce pas, de déstabiliser tout un pays de millions de kilomètres carrés. Comment? Comment on peut réussir à vouloir nous faire avaler une telle pilule? Vous voyez? Et parce que nous sommes donc, excusez-moi du terme, légers, nous nous prêtons à ce jeu de manipulation en essayant de trouver, n'est-ce pas, pour problème de la RDC, le Rwanda. C'est trop facile. C'est trop facile. Lorsque nous plaidons, nous appelons véritablement à l'union, à la création d'un État africain. Le Congo ferait partie d'un pays. Allons-y voir si ce conflit perdurera. Allons-y voir si ceux qui profitent aujourd'hui de la division du Rwanda, du Congo et des autres pays africains pourront s'en sortir si nous décidons donc de nous unir véritablement. Moi, je pense pour ma part que la solution ici serait d'arrêter de penser que le Rwanda est un problème, le Congo, non. Ce problème du Congo dure depuis des années et je crois pour ma part qu'il faut donc procéder à la véritable union des peuples. Parce que ce que vous ne savez pas, Madame Siké, c'est que lorsque vous traversez au nord Kivu de l'autre côté, ceux qui sont aujourd'hui qualifiés de terroristes de M23, ce sont des gens qui ont des familles des deux côtés. Les Rwandais ont les familles des deux côtés. Les Congolais ont des familles de l'autre côté. Ce sont des gens qui s'expriment dans la même langue. Ces divisions administratives qu'on nous a imposées en Afrique, et après on a créé des conflits qui sont des conflits qui ne se terminent pas. On amène à se détruire. On amène des gens à se... Et regardez les résolutions, des solutions qui adviennent, qui sont proposées. Dans les résolutions, avez-vous entendu parler de l'union? Lorsque le Soudan a commencé à brûler, quelle est la première solution qui a été proposée? La division. La division. Et l'ONU a vite fait de reconnaître le Soudan du Sud comme étant un État. Regardez quand il y a les conflits en Afrique, on parle tout de suite d'union. Mais on ne parle pas d'union. Mais quand il y a les conflits ailleurs, on parle d'union. Mais en Afrique, il faut diviser. Des gens se lèvent, prennent des armes contre un pays, ils disent qu'ils veulent la séparation. Hein? Et puis, vous voyez un groupe de personnes appuyer cela et vous dit, oui, il faut penser au problème de ces gens, ils ne sont plus d'accord avec l'État unitaire, patati patata, on vous raconte des histoires, il faut séparer. Madame Siké, moi, je parlerai au président Kagame, au président Tshisekedi, je parlerai au président Tshisekedi, je dirai à ces présidents, il est temps de vous asseoir et que nous fassions l'union des États. Il urge que nous puissions créer un État fort africain. Voyez-vous ce qui se passe dans la CEDEAO aujourd'hui? Ben, d'autres sont en train de faire du mea culpa. Non, il ne fallait pas sanctionner longtemps. Les sanctions n'étaient pas objectivement pour durer. Non, il ne faut pas qu'ils partent. Mais leur départ, ce n'est pas les vraies raisons. Mais vous avez décidé d'asphyxier le peuple. Mais non. Arrêtons toute cette blague. Créons l'État fédéral africain. Arrêtons. Ce sont nos populations qui meurent. Regardez la qu'on a pu vivre durant cette CAN, le partage entre les peuples. Est-ce que quand vous voyez sur les terrains de football là, vous croyez que si l'équipe du Rwanda rencontrait celle du Congo, ça allait être des guerres avec des armes?
Non, ça n'allait pas être des guerres avec des armes. Ils allaient jouer du ballon, ils allaient s'embrasser, ils allaient rire. Vous croyez que lorsque Tshisekedi rencontre Kagame, ces deux se battent? Non, ils se parlent comme des hommes. Mais il est temps qu'on se parle et qu'on pousse les réflexions beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce qu'on utilise les Africains pour les diviser? Pourquoi l'Africain ne se sentirait pas chez lui partout? Aujourd'hui, Kagame dit tous les Africains peuvent entrer au Rwanda sans avoir de visa. Si Tshisekedi dit aussi tous les Africains peuvent entrer au Congo sans avoir de visa, vous pensez qu'il y aura des frontières encore entre ces deux pays? On serait déjà en train de vers les pas de l'avancement vers la construction d'un État fort et solide. On a besoin que l'armée du Rwanda travaille main dans la main avec l'armée congolaise pour résoudre ces problèmes. Parce qu'en réalité, ce sont des manipulateurs qui sont en train de détruire ce pays. Et dans leur grande manipulation, ils veulent que des frères s'affrontent en montrant que non, c'est parce que Kagame tire des richesses, n'est-ce pas, du Congo, qu'il fait ceci ou cela. Dans cette manipulation, vous allez voir les États-Unis, les pays occidentaux, vous allez les voir parce qu'ils ne sont pas cachés. Ils sont là, ils sont présents. Et comme ce sont eux qui ont la force des médias, ben, ils font passer les informations qu'ils veulent. Et à nous donc de commenter. Nous n'avons donc pas cette capacité d'aller chercher les informations, d'aller travailler auprès des décideurs. Parce qu'en même temps, les décideurs aussi, quand vous les approchez, ils préfèrent ouvrir beaucoup plus les antennes aux autres médias africains. Donc, il est temps, Madame Siké, d'arrêter de croire que ce conflit va se résoudre par une médiation, ou alors ces différents conflits en Afrique vont se résoudre par des médiations des Occidentaux qui viennent avec des solutions magiques. Les solutions des Occidentaux, je vous le dis encore, vont très vite vers la division. Parce que tant que vous êtes divisés, pour eux, ça les arrange. Donc, allons donc vers ce où ils ne s'attendent pas, c'est-à-dire vers l'union. Unissons-nous et voyons si ces conflits vont durer. Parce que je suis sûr d'une chose. Si le Rwanda aujourd'hui et le Congo décident de marcher main dans la main, tout le Nord Kivu sera très bien construit parce qu'ils ne laisseront personne infiltrer ce territoire. Si ces pays décident de s'unir avec d'autres pays, vous verrez que personne ne pourra infiltrer ce territoire et tout ce désordre qui dure depuis des années s'arrêtera. Donc, évoluons vers cela. Et c'est pour cette raison que je salue parfois, toujours les analyses du doyen Parfendom, qui, ma foi, au lieu d'être dans l'invective, est généralement dans les propositions de solutions. C'est en cela que vous devez aussi contribuer en tant que média. Un média n'est pas là seulement pour faire des constats de ce qui ne marche pas. Mais il doit être capable d'apporter des propositions, des solutions, parce que, tenez-vous tranquille, les décideurs vous écoutent. Ils vous suivent. Mais s'ils n'ont qu'un seul son de cloche comme ce qu'ils ont avec les médias mainstream qu'on connaît, ben, ils croiront qu'ils sont dans les logiques où il faut suivre tout ce qui est dit de ce côté-là. Il faut donc donner la place aux grands analystes comme M. Dom et bien d'autres, n'est-ce pas, qui puissent, n'est-ce pas, apporter, même si on ne les consulte pas en privé, qu'on fasse au moins semblant d'écouter ce qu'ils disent. Parce que moi, j'ai vu des réactions qui ont été données, des analyses qui sont venues de vos plateaux qui ont été appliquées par certains chefs d'État. Ça veut dire qu'ils vous suivent et il faut donc continuer dans cette pédagogie éducative qui voudrait que vous apportez beaucoup plus de solutions que de pleurer sur des problèmes qui existent depuis des années. Aujourd'hui, il faut avancer. Il y a cette guerre, il y a ces problèmes au Congo, avec le Rwanda, comme on veut nous faire croire, mais nous savons qu'entre des frères, nous n'avons pas de problème, il n'y a pas ces problèmes. Il faut que nos frères du Congo, du Rwanda et des autres pays puissent s'asseoir et que nous commençons donc à poser les jalons de la construction d'un État africain solide qui aura une armée pour défendre, n'est-ce pas, les problèmes du territoire africain et puis qui pourra travailler économiquement pour être solide. Parce que voyez-vous, Madame Siké, c'est une distraction de l'homme. Lorsque vous allez au Congo avec toutes les richesses qui s'y trouvent, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Quel type de dirigeant le Congo a? Parce qu'en réalité, on occupe les dirigeants dans des questions sécuritaires. Vous pensez que ce n'est pas fait à dessein?
On vous occupe dans les questions sécuritaires et vous êtes donc concentrés là. 5 ans sont passés, votre mandat est fini. 7 ans sont passés, votre mandat est fini. Parce que pour vous, il faut résoudre tel conflit. Entre-temps, les problèmes sociaux sont là. Ils piétinent la population. Donc, il est temps que les Africains comprennent que nous avons certes des problèmes que nous avons à résoudre entre nous et nous allons les faire sous la palabre que nous connaissons bien, qui ne nous oblige pas de nous battre et de porter les armes contre nous. Par contre, nous devons avoir des armées fortes, prêtes à défendre le territoire africain, mais pas à combattre, n'est-ce pas, nos frères africains. Merci à vous, Président Matomba. Merci pour cette analyse. On va essayer du côté du standard avec les téléspectateurs. On prendra quelques-uns. Je pense qu'on a un téléspectateur en ligne depuis quelques minutes déjà. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, Vous réécoutez. j'ai vraiment aussi participé sur l'émission. Je vous appelle depuis l'Angola. Je vais aussi participer sur l'émission que je suis en train de suivre. On vous écoute, monsieur. Le problème qui est là, le problème qui est là, ce n'est pas que nous sommes des Congolais, nous sommes colonisés, mais non. Vous savez, quand le temps que les colonisateurs étaient en Afrique, on vivait bien. Et maintenant, quand nous sommes restés comme des Africains, nous ne sommes pas retrouvés. On s'est perdus, nous les Africains. Pour moi, il faut vraiment prendre nos consciences sur nous-mêmes. Il faut prendre nos consciences sur nous-mêmes. Et si nous ne prenons pas nos consciences sur nous-mêmes, nous allons toujours échouer. Et c'est pourquoi chaque fois vous voyez des Africains sont en train de sortir pour aller en Europe, pour aller en Amérique. Et c'est pourquoi on sait seulement là où il y a la paix. Moi, je vais demander à M. Paul Kagame, qui est comme le président, pour se prendre en charge. Il faut se concentrer de ce qu'on est, ce qu'on a dans la main. Si Dieu t'a donné le pétrole, il faut toujours utiliser le pétrole. Ce n'est pas que Dieu t'a donné le pétrole, toi tu préfères avoir le cobalt qui est sur le Congo. Non, ça ce n'est pas vrai. Il faut le dire, il faut dire la vérité. Il faut aussi insister sur les Blancs qui chaque fois nous donnent toujours la charge. Parce que les Blancs, ils sont en train de nous mentir, nous les Africains. Ils vous disent, toi tu es un ami frère au Congo, par exemple. Hein? Toi, tu es un ami frère au Congo. Pour bien vivre, il faut que tu élimines le Congo, que tu restes seul. Maintenant, c'est les Blancs. Et toi, tu vois ça comme non, c'est une bonne idée. Tu vas commencer à lutter contre ton frère. Et demain, quand tu tues ton frère, tu restes seul. Et les Blancs aussi te tuent ou tu perds. C'est ce qui est là. Voyez-vous un peu les images que vous êtes en train de passer sur la télévision. C'est très choquant. Voyez les messages qui est passé sur les joueurs. C'est très choquant. Il faut toujours conseiller nos présidents. Il faut toujours se respecter et respecter les limites qu'on nous a laissées par des Blancs qui sont les colonisateurs. Il faut parler à M. Kagame de se retirer sur les sols congolais. Le problème grave est que on prend les richesses du Congo et on tue les gens. Vraiment, ça, ce n'est pas bien. Pour nous, les Africains, regardons un peu ces images. Pour nous, les Africains, ce n'est pas bien. Nous nous retrouvons toujours derrière. Il faut que nous puissions nous concentrer sur ce qu'on nous a donné par Dieu. Vraiment. Et le monsieur qui est à l'intervention qui dit que non, il faut que Tshisekedi et Kagame puissent s'entendre. On va s'entendre à quoi?
Tshisekedi a sa terre et Kagame aussi a sa terre. Il faut seulement ça, il faut se limiter sur ça. Toi, tu es au Cameroun, moi, je suis en Angola. Qu'on se limite sur l'Angola et que tu te limites aussi sur le Cameroun. S'il y a les problèmes qu'on peut se parler, s'il y a des amizades qu'on peut ranger, oui, que ce soit en bon terme. D'accord. Vraiment, c'était ça mon idée. Je vous en félicite beaucoup pour cette émission et le sujet que vous avez mis. Il faut que l'Afrique puisse avoir la paix. Vraiment, merci beaucoup. Moi, c'est Augustin Moutela, en Angola. Je suis... parce que ici, on parle beaucoup le portugais, mais j'ai un peu forcé pour que je puisse participer. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Moutela, Augustin. Merci, je pense qu'on vous a très bien compris. Merci d'avoir participé et d'avoir surtout appelé depuis l'Angola. Merci beaucoup. La réalisation, je pense qu'on va... Est-ce qu'on reste au standard? Avant peut-être de permettre à nos invités de faire l'autre tour de table. Allô? D'accord. Avant peut-être de poursuivre du côté du standard, peut-être une petite réaction, monsieur Ndom. Il faut respecter, pour citer Augustin qui vient d'appeler, les frontières qui ont été léguées, on va le dire comme ça, par les colons. Le Congolais reste chez lui, le Rwandais reste chez lui, et peut-être que voilà, cela évitera les problèmes entre États africains. D'abord, je salue notre ami depuis l'Angola, je crois. Oui. Bon, mais je suis un peu déçu que c'est quelqu'un qui vit dans un pays comme on appelle Angola, qui a subi la colonisation portugaise de manière très violente et qui n'est indépendant que depuis 1919, qui parle ainsi. Il faut qu'il sache que s'il peut être en libre et d'être dans ce pays-là aujourd'hui, il y a eu des sacrifices, pas seulement des Angolais, des gens qui se sont battus, n'est-ce pas, aux côtés des patriotes angolais pour se libérer de cette domination à la fois portugaise et plus tard de la fiducie raciste, n'étaient pas que les Angolais. Il y a eu beaucoup de Congolais qui sont morts là-bas. Les anciens ex-gendarmes katangais, beaucoup sont encore au niveau du Congo. D'autres ont même pris la nationalité angolaise. Des Camerounais de l'UPC sont morts en Angola. Je ne parle pas des Cubains et même des Russes qui sont venus prêter main forte à ce pays-là pour que ne soit pas sous la domination de la fiducie raciste. Donc il doit comprendre que les frontières dont il parle là sont des frontières imaginaires que les Africains ne doivent plus continuer de respecter aujourd'hui. Il dit quelque chose de très grave. Il dit que les Africains vivaient bien sous la colonisation. J'aimerais vraiment que ce monsieur-là essaie encore de revisiter l'histoire de l'Angola, que moi je connais un peu. Je profite pour saluer les habitants de Katem Viana, Alvalade, il comprendra. Et puis, bon, on est le week-end, Ponto Final va... chauffer à 100% aujourd'hui. Là, il y a, je veux dire. Donc, il faut faire, il ne peut pas le dire peut-être parce qu'il ne connaît pas l'histoire de son pays, ni l'histoire de l'Afrique. Même, encore récemment, même en Angola, il y a des problèmes avec, n'est-ce pas, des migrants congolais qui allaient chercher des diamants. Il sait comment ça a été résolu de manière un peu moins quand même acceptable par l'État angolais lui-même. Nous sommes face à des problématiques. Le président Matomba dit quelque chose de très clair. Quand vous regardez la superficie du Congo, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Quand vous regardez le Rwanda, c'est tout petit. Mais même en termes de population, le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Qui peut nous expliquer que c'est ce petit Rwanda-là qui peut faire des problèmes au Grand Congo? Les problèmes sont ailleurs. Des groupes mafieux qui viennent piller l'Afrique, ils se sont donné rendez-vous au Congo. Ils sont américains, ils sont anglais, ils sont même australiens, dont les anglo-saxons de tout part, les Belges, ils sont partout. C'est eux qui sont à l'origine de ce qui se passe au Congo. On ne peut pas dire aujourd'hui les populations africaines, et c'est là le problème, parce que quand on parle par exemple de cobalt, oui, il y a la question de cobalt, mais on vient de découvrir le lithium, je crois, aussi au Rwanda. Donc tous nos pays là ont des richesses. On peut même déplacer les populations. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? La ruée vers l'or. Les gens partaient de la côte est pour la côte ouest pour s'y établir. Ils sont encore là aujourd'hui. Ils se sont enrichis. Ils ont fait toute leur fortune là-bas et personne n'en parle. Qui a dit aux Africains que les gens ne peuvent pas quitter d'un point A à un point B, s'installer et vivre mieux et s'épanouir de manière concrète? Il faut qu'on aille vers l'union politique de notre continent. Et le cas de l'AS est là pour nous démontrer que
quand les Africains veulent se mettre ensemble, ils peuvent continuer à faire rêver d'autres Africains. Que de dire que nous devons rester dans des trucs balkanisés tels que nous sommes, surtout avec le paradigme du décolonial qui voudrait que, entretuez-vous, quand vous êtes occupés à vous entretenir, nous on va continuer à siphonner nos richesses comme on a vu au Soudan. Vous savez qu'avec l'indépendance du Sud-Soudan, il y a eu plus de morts, des millions de morts, plus que pendant la guerre entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Oui. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas donner l'impression que nous ne vivons pas cette réalité-là et que peut-être c'est nous qui sommes les imbéciles et que nous sommes incapables de vivre en paix nous-mêmes parce que nous sommes des Noirs. Merci une fois de plus à vous pour ces explications, Monsieur Ndom. On va... peut-être sera le dernier appel, on verra bien si le temps nous le permet, rentrer au standard et prendre notre téléspectateur. Allô? Allô? Alors, on a perdu le téléspectateur, malheureusement. On a perdu d'ici quelques... Voilà, je pense qu'il est là. Oui, monsieur, bonsoir. Allô? Oui. Allô? Bonsoir, monsieur, vous êtes déjà en direct. Bonsoir. Des soucis, malheureusement. On le rappelle pour nous, à vous, chers téléspectateurs, lorsque vous appelez, évitez de vous réécouter à la maison. Lorsque vous réécoutez, effectivement, ça crée ce moment de latence. N'attendez pas de vous réécouter chez vous. Lorsque le standard a déjà décroché votre appel, allez-y tout simplement parce que vous êtes déjà en direct. Alors, on va rapidement poursuivre, peut-être en 30 secondes pour sortir aussi définitivement Président Matomba en 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ou quelles leçons effectivement tirer en ce qui concerne on va dire cette guerre qui oppose aujourd'hui finalement ces deux pays frères? Non, je pense que Madame Siké, le présenter comme une guerre qui oppose les deux pays frères, oui, c'est prendre le problème du mauvais côté et ou alors du côté voulu par ceux qui ont créé cette guerre et qui l'entretiennent. Oui. Vous savez, nous ne pouvons pas perdre de vue que la manipulation de masse et des peuples profite toujours à ceux aux auteurs de la manipulation. Et aujourd'hui, les questions que nous devons nous poser, à qui profitent les richesses tant du Congo comme du Rwanda? Parce qu'on ne peut pas dire que le Rwanda n'a pas de richesses. Même si les richesses du Rwanda ne valent pas celles du Congo. Mais à qui profitent ces richesses? Quand on commence à répondre à cette question, on va pouvoir donc apporter des solutions aux problèmes qui existent. Et vous allez vous rendre compte, comme on l'a dit, ce problème existe depuis des années. Oui. Pourquoi est-ce que nous ne parvenons pas à nous asseoir pour discuter? Bon, vous avez un sommet de l'Union africaine qui va se tenir dans quelques jours, ce mois de février, à Addis Abeba. Et vous verrez que, au lieu que des sujets comme ceux-là arrivent sur la table, et que à l'Union africaine, qu'on se penche véritablement sur des problèmes généraux de l'Afrique. On va vous soulever des faux problèmes qui n'ont vraiment pas besoin d'être... Et puis vous allez avoir certains chefs d'État qui vont arriver, qui seront là, mais qui ne voudront pas parler avec d'autres. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un travail de fond qui est fait au niveau africain. C'est-à-dire que pour finir, vous aurez une institution qui, ma foi, sera tout simplement l'ombre d'elle-même. Parce qu'en réalité, elle ne résout pas les problèmes de fond. Aujourd'hui, vous avez une Afrique qui, au lieu de s'unir, se divise de plus en plus. Vous avez les prétextes de division qui arrivent comme vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est-à-dire que vous avez ce problème entre le Congo et le Rwanda. Oui. Et puis, vous savez qu'au niveau
les pays de la CAC, il y a eu des réunions pour apporter de la paix dans ceci et autres. Bon, je comprends très bien Augustin de l'Angola qui pense que chaque pays gagnerait à rester dans ses frontières. Non, Augustin, on ne perd rien en étant un État fédéral africain ou panafricain, si vous voulez. On ne perd rien. Ça ne change pas l'appartenance du Congo à la région qui peut être appelée, par exemple, la région Congo ou la région telle et autre. Ça ne change rien en cela. C'est juste que à partir du moment-là, nos problèmes deviennent des problèmes communs. Et les solutions deviennent aussi des solutions communes. Mais on sait par exemple qu'aujourd'hui, si on a un gouverneur qui se trouverait, n'est-ce pas, à la tête du Congo, voici le grand cahier de charges, on aura une armée qui pourra gérer, n'est-ce pas, les conflits au niveau africain. On n'aura pas des petites armées, non, on aura une armée qui sera une armée de l'Afrique. Oui. On aura une économie qui sera une économie générale africaine. Imaginez tout simplement le marché, Augustin. Le marché, on parle de plus d'1,4 milliard d'habitants. Vous imaginez, on n'aura pas besoin d'exporter ou d'importer des produits. Parce qu'à partir du Niger ou du Mali, on produit du mil qui peut alimenter jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'aux Comores. On produit au Sénégal, on a du poisson qui peut venir et puis on a du maïs qui vient de... Donc imaginez tout simplement le marché. On a de la banane qui peut partir du Cameroun pour le Cap-Vert. On a ceci qui peut partir de... Donc imaginez le marché africain dans un État fédéral africain. Vous pensez qu'une région serait en train de combattre une autre région à cause du diamant, de l'or? Non, parce qu'on aura des raffineries d'or qui permettront, n'est-ce pas, de raffiner l'or qui sera, n'est-ce pas, une propriété, on va le dire ainsi, nationale, mais une propriété africaine. On aura l'uranium qui viendra du Niger, qui pourra alimenter je ne sais pas combien de centrales nucléaires qui permettront au village que vous n'imaginez pas d'être électrifié. Et Dieu seul sait où la lumière passe, le développement suit. On aura des barrages faits du Cameroun qui pourront alimenter, n'est-ce pas, je ne sais jusqu'où, en énergie. Donc, vous imaginez, on n'a plus besoin, n'est-ce pas, de continuer d'accentuer ces messages qui sont des messages de division. Parce que nous sommes tous, et ça, c'est une réalité, monsieur Augustin. Partez de l'Angola où vous êtes, allez au Tchad, allez en Guinée-Bissau, allez au Cap-Vert, allez au Mozambique, allez en Éthiopie. Vous verrez que votre même système de vie que vous avez en Angola, vous rencontrerez ce système de vie dans tous ces pays. Vous vous rendrez compte que nous, les Noirs, nous avons pratiquement les mêmes problèmes, un peu partout. En réalité, nous sommes juste différents parce que nous avons des frontières différentes. Ok, d'accord, nous avons des religions que nous avons adoptées, qui ne sont pas les nôtres, musulmanes, chrétiennes. Bon, mais on fait avec. Donc, vous allez voir que les pratiques, les traditions, les coutumes sont sensiblement les mêmes. Nous pleurons nos morts plus ou moins de la même façon. Nous faisons nos funérailles plus ou moins de la même façon. Donc, vous vous rendrez compte qu'en réalité, dans le fond, nous ne sommes pas très différents. Mais si nous ne sommes donc pas très différents, pourquoi ne pouvons-nous pas construire l'instrument le plus important du développement qu'est la paix? Et la paix passera par quoi? Par cet arrêt de division. Par ces je suis fort, tu es faible, j'ai un grand pays, tu es un petit pays. Ça passera par là. Et c'est là, à ce niveau, que l'Union africaine devrait se pencher. Au lieu d'essayer de résoudre des conflits. Aujourd'hui, vous avez le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui disent qu'ils ne font plus partie de la CEDEAO. Ben, on va attendre qu'ils disent aussi qu'ils ne font plus partie de l'Union africaine pour qu'on commence à voir ce qu'il y a lieu de faire. La réponse est non. Parce que si aujourd'hui ils ont dit qu'ils ne font plus partie de la CEDEAO, mais qui vous dit que demain ils ne diront pas qu'ils ne font plus partie de l'Union africaine? Et là, vous allez dire quoi? Non, il faut qu'on les maintienne, qu'on maintienne chaque pays dans son territoire et autres. Entre-temps, les populations feront comment? Pendant que le Ghana dit qu'il faut circuler librement, le Sénégal a ouvert ses portes à tout le monde et dit, vous pouvez venir, c'est à l'aéroport que vous prenez les visas. Vous n'avez pas besoin en tant qu'Africain de payer des visas.
Pendant que le Kenya dit la même chose, le Bénin dit la même chose. On fait quoi de nos frères maliens, de nos frères nigériens, de nos frères burkinabés? On commence à les imposer de nouveau des visas. Pendant que d'autres pays, on doit aller vers cette union, cette liberté de circulation dans tous les pays africains. On commence à s'imposer nous-mêmes des frontières. Au nom de quoi? Au nom de quelle richesse? C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, allons même bousculer l'Union au niveau. On a toujours dit que l'Union africaine est une chambre, est une mini-chambre de l'Union européenne. Mais nous ne devons pas oublier et ignorer que ce sont des hommes, des Africains qui y sont. Allons leur bousculer dans leurs habitudes, amenons-les à poser des véritables problèmes sur la table. Parce que l'Afrique en a besoin. Tenez-vous tranquille. Si nous continuons dans cette division, certaines personnes seront heureuses. Regardez en combien de temps ils ont construit ce qu'ils ont appelé Union européenne. Vous pensez qu'ils n'étaient pas heureux en vivant seuls? Pourquoi ils sont allés construire l'Union européenne selon vous? Les États-Unis d'Amérique, vous pensez que c'était un pays? On dit bien États-Unis d'Amérique. Vous avez plus de 50 États qui ont décidé de faire un État fédéral et puis vous avez donc ce qu'on appelle les provinces qui sont dirigées d'abord par des gouverneurs. Mais ce sont des petits pays, ce sont des pays. Ce sont des pays, allez-y voir, vous allez voir que certains États sont 10 fois plus grands que d'autres, mais ils sont des États. Pourquoi en Afrique, il nous est difficile de construire cela? Pourquoi il nous est difficile de construire une véritable union? Je crois pour ma part que c'est vers là que nous devons aller et nous devons continuer à plaider et nous devons même bousculer les habitudes de l'Union africaine pour que ces conflits-là, Madame Siké, vous parliez de quelles leçons retenir. Oui, on ne sort pas là en 30 secondes. À partir du moment où nous commencerons à nous unir, parce que les problèmes, nous les connaissons. Les solutions sont l'union et vous verrez que l'ennemi ne pourra pas entrer au milieu. Merci, merci une fois de plus à vous, Président Matomba. On prend le dernier téléspectateur au standard, Kaboré, depuis le Burkina Faso. Je pense bien qu'il est en attente. Allô? Alors, on a perdu malheureusement Kaboré, qui était Kaboré depuis le Burkina Faso. Malheureusement, on me signale que, voilà... Allô? Oui, Kaboré? Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, ok. J'espère que je suis à l'antenne directement parce que je n'ai pas le retour, s'il vous plaît. Ah d'accord, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. Ok. Concernant le sujet du Congo, c'est vraiment un truc sur lequel il faut qu'on déplore sincèrement. Au vu de ce qui se passe, comment est-ce que tout un grand pays de plus de 2 millions de kilomètres est ce problème que personne ne dit rien? Pourquoi on en parle? Et c'est, comment on appelle, c'est le cas de Palestine et autres qui nous intéressent. Vous me recevez, madame? Allô? Donc je disais, pourquoi c'est rien que le cas de la Palestine et Israël qui nous intéresse? Non. Le Congo fait partie de l'Afrique. L'Afrique, qu'on appelle centrale, ne dit rien par rapport à ce sujet. Si jamais il fait partie de l'Afrique centrale, le Congo, que Dieu m'en garde, j'ai oublié quelques notions. Personne ne dit rien. Après ça, l'Union africaine, zéro. Président Matomba, je m'excuse, mais booster encore ceux qui sont nos pantins, nos bourreaux, je suis désolé, mais ce n'est pas la peine. Parce qu'ils ne travaillent pas pour l'Afrique. Quelqu'un qui travaille pour l'Afrique ne va pas se taire, ne pas envoyer une force afin d'aider le Mali, le Burkina, le Congo d'abord, même au préalable, avant même que le Mali n'arrive. Ou bien, pourquoi ne pas aider même Kadhafi avant sa mort? Après tout ça encore, la même force qui parlait de quoi aux Nations Unies pour interdire l'Israël de quoi que ce soit là. L'Afrique du Sud, là, ils foutent quoi encore? Donc ils n'ont rien vu. Comme Africain n'est pas quelqu'un là, il n'y a pas de souci quoi. C'est les Israéliens et les Palestiniens qui sont des gens. Donc l'Africain, le Congolais, non, c'est une brebis. On peut griller à n'importe quel moment pour la Tabaski. Bon, moi je pense qu'actuellement, c'est simple. Kagame reste chez lui. Tshisekedi reste chez lui. On ferme les frontières. Si Kagame n'a pas de problème avec le M23, il n'a pas de truc
une accointance avec le M23, c'est simple. Tu fermes ta frontière, tu sais qu'il ferme sa frontière, on fait un ratissage à la AES, tranquille. On balaie totalement. Et puis on va voir maintenant s'il y aurait quelqu'un qui va venir encore parler. Parce que si tu n'approvisionnes pas quelqu'un, si tu n'as même pas d'acquaintance avec la personne, que tu ne l'approvisionnes pas, mais comment est-ce que la personne encore va avoir la capacité de le faire? C'est ça aussi. C'est ça. Donc, restons unis, d'abord même entre nous, dans les sous-régions, restons positifs dans ce qu'on veut faire. Choisissons le bon côté, il n'y a pas de discussion dans ça. S'il y a discussion là, il y a longtemps, Kagame avait arrêté. Pourquoi? Parce que l'or c'est raffiné. Je remercie le président, grand parfait d'homme disait que non, l'or et autres sont pillés au Congo. Mais c'est raffiné où? C'est raffiné où? Ce n'est pas au Rwanda? Mais quand même, restons souvent sur un terrain plat pour voir ce qui se passe. Sinon, si on va rentrer au niveau des trous, d'autres seront sur les montagnes. Dans les cavernes, là, ils ne pourront jamais voir ceux qui sont dans les cavernes. Merci beaucoup, For You Media. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions, M. Kaboré, depuis le Burkina Faso. Merci d'avoir appelé, fidèles téléspectateurs de For You Media Africa. On sort avec vous en 30 secondes. On a débordé le temps imparti pour l'émission. Bon, il faut dire à notre ami Kaboré que bon, la question de l'Est République démocratique du Congo, avec la question rwandaise, c'est qu'il y a des Tutsis qui veulent soi-disant faire main basse dans cette région. Je rappelle seulement que quand on parle des Tutsis, il y a des Tutsis en Éthiopie, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, tout à fait. En Ouganda. Attention. Donc, quand vous dites que vous allez balayer quoi? Vous allez balayer, c'est-à-dire que l'Afrique dit on va tuer d'autres Africains pour que l'Afrique, le problème soit réglé. Pourquoi on est privilégié par le dialogue dans ce cas-là? Pourquoi? Ce sont les Africains qui vont mourir. Donc les gens trouvent normal que les Africains s'entretuent parce qu'on va respecter les frontières qui nous ont été imposées par la conférence de Berlin. C'est ce que les Africains veulent. Moi, je ne comprends pas très bien cette affaire-là, cette logique-là. Et je dis, les gens qui sont comme les Balamouyenge et d'autres gens qui sont dans le M23, j'ai écouté plusieurs de leurs leaders, disent que non, nous sommes des Congolais. Nos parents sont aussi depuis 2 siècles, 3 siècles. Mais on ne nous considère pas comme Congolais. On pense qu'il faut être Lingala de Kinshasa pour que, bon, tout ce qui se passe ici, les richesses aillent plutôt de l'autre côté et nous, on n'a rien. Ils ne l'acceptent pas. Et je dis, les conflits qui concernent les richesses congolaises, elles ne sont pas seulement propres à l'Est République démocratique du Congo. Il faut faire attention. Elles sont au-delà de l'Est République démocratique du Congo. C'est la gestion même du patrimoine du gâteau national commun par les hommes politiques congolais qui posent problème aussi. On n'en parle pas beaucoup. Parce qu'il y a des uns qui s'enrichissent de manière outrancière et laissent d'autres, la franche majorité du peuple dans une misère indescriptible. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas donner l'impression que nos frontières là suffisent. Il faut dire à nos dirigeants, à nos élites, à nos leaderships provisoires là, que ce qui est important, c'est l'homme. Et c'est là où le président Matomba a raison. On ne peut régler ce problème que dans le dialogue et dans l'union. Ce n'est pas en faisant la guerre, en écrasant les autres, en nettoyant complètement que le problème va être réglé. La preuve, comme le président Matomba dit, la MONUSCO est là depuis combien d'années? La MONUSCO est intérieure au M23. Pourquoi le problème n'a pas été réglé? Même avant la MONUSCO, les histoires que vous comprenez des guerres au Katanga, etc., ce n'était pas le M23. C'est la question de la repartition de manière équitable, je ne dis même pas juste, de manière équitable des richesses entre les populations d'un même espace. Et nous estimons que plus nous allons nous unir, plus on va éviter ces guerres-là, et mieux cette répartition de richesses aura une chance de parvenir surtout aux couches les plus démunies. Merci, merci à vous. Patient Parfendom, on ne pourra pas lire malheureusement les réactions des téléspectateurs. J'imagine. Peut-être la prochaine fois. Merci en tout cas à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Merci également au président Matomba d'avoir partagé ce plateau avec nous. Toutes nos excuses, hein. Voilà, aucune œuvre n'est parfaite. On promet bien sûr que les prochaines fois, nous allons nous améliorer tant sur le plan technique que voilà, nous tenons compte, hein, bien sûr, de vos remarques en ce qui concerne la technique ou alors le standard. De toutes les façons, rassurez-vous, dès ces prochains jours, tout sera bien sûr
revenu à la normale, comme vous connaissez votre média, For You Media Africa, dans l'excellence. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On vous souhaite donc une très très belle soirée, surtout un très bon week-end en compagnie des programmes de For You Media Africa.